Retrouve pour l'avant-dernière conférence qui sera au sujet de l'alimentation humaine à base d'insectes. On va parler du coup des réels intérêts nutritionnels et environnementaux et voir si cela est du coup une nouvelle tendance alimentaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons vous parler de l'alimentation à base d'insectes. Mais avant cela, je vous propose donc un parallèle avec la Twingo, dont le premier modèle date de 1993. Et pour ce faire, je vous invite à regarder une publicité sortie lors de son lancement et à payer une attention particulière aux différents slogans. Vous allez sûrement vous dire, pourquoi cette comparaison? C'est très simple. La Twingo, ça a été un énorme succès commercial. C'est 2,5 millions d'exemplaires rien que sur la première génération. C'est une histoire qui dure depuis plus de 25 ans, où on en est à la quatrième génération. Et c'est surtout une voiture qui était en rupture avec son temps. Et comme vous avez pu le voir dans des slogans, c'est vraiment une idée d'ouverture d'esprit. Et nous, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit et d'essayer de voir pour répondre à la question, êtes-vous prêt à vous faire une autre idée de l'alimentation à base d'insectes? Donc, pour vous aider dans cette démarche, voici les enjeux auxquels nous allons devoir faire face dans les années à venir. En 2020, nous sommes 7,8 milliards de personnes sur Terre, dont 1 milliard qui souffrent de malnutrition, et à l'horizon 2050, nous allons être entre 9 et 10 milliards. Donc il y a un réel enjeu de santé publique pour savoir comment nous allons nourrir la population mondiale. Donc il y a également de nombreux enjeux environnementaux, donc vous êtes tous un peu sensibles à ces différents enjeux, mais pour vous donner quelques chiffres, la pollution atmosphérique, elle a coûté 6 à 7 millions de décès prématurés par an. Il y a des espèces animales qui sont en grand déclin et un taux d'extinction qui augmente très fortement. On a également perdu 40% de la surface glaciaire sur les 40 dernières années. Et on a une augmentation des phénomènes naturels produisant à des pertes humaines. Donc, outre la question de la nutrition, il y a également une question à se poser sur comment nous allons protéger notre planète et réduire notre impact sur celle-ci. À la suite de cette petite vidéo, on veut vraiment vous amener à réfléchir. Donc, c'est vraiment la question à se poser, c'est comment on va nourrir la population mondiale tout en respectant l'environnement et surtout grâce à quelle solution, grâce à quelle filière on va pouvoir répondre à ce problème. Pour vous donner quelques informations supplémentaires sur la consommation d'insectes, donc à ce jour, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Europe, il y a 2,5 milliards de personnes dans le monde qui consomment des insectes, dont donc principalement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Et ça répond pour eux donc à vraiment un besoin de diversifier leur alimentation et d'avoir un apport dans certains nutriments essentiels. On a également 2000 espèces comestibles et cela a permis à la FAO d'émettre vraiment un avis sur la consommation d'insectes et de la considérer vraiment comme une alternative durable aux protéines animales face à la raréfaction des ressources naturelles et à l'augmentation qu'on a pu voir à l'horizon 2050 et au-delà. Au niveau européen, c'est encore très limité comme j'ai pu vous le dire précédemment.
Et donc, même si l'EFSA a autorisé donc, les insectes dans l'alimentation humaine, on reste sur le marché belge, il y a 10 espèces qui sont autorisées et il y a des consommations qui sont très très minimes et sur des marchés de niche, donc sur des barres protéinées, sur vraiment de l'innovation alimentaire. Échangeons maintenant sur les différentes opportunités et impacts d'une telle alimentation. Donc peut-être connaissez-vous l'entreprise Insect qui a été créée en 2011 et qui fait partie actuellement des premiers leaders mondiaux de l'entomoculture, donc de l'élevage d'insectes. D'ici 2022, elle compte créer une nouvelle ferme verticale qui aura pour but de produire environ 9000 tonnes d'insectes par mois. Donc le ver de farine a été sélectionné. Pourquoi? Pour ses vertus d'élevage et de transformation. Si vous comparez la maturité de la viande avec celle des vers de farine, vous vous rendrez compte qu'il y a un taux de croissance qui est beaucoup plus important pour les vers de farine. Comparons ensuite les opportunités par rapport à un élevage de viande classique. Donc vous allez avoir 5 facteurs qui vont influencer, donc notamment le potentiel de réchauffement planétaire. Ici, lorsque l'on compare les 4 sommes de rejet de gaz à effet de serre, on se rend vite compte que le rejet de grillons est 20 fois moins important que le rejet du bœuf. Concernant la consommation d'énergie, donc vous avez 70 mégajoules qui sont utilisés pour 1 kg de protéines de vers de farine. Pourquoi? Car les vers de farine ont besoin d'une température aux alentours de 28 degrés avec un taux d'humidité de 70%. Donc encore une fois, on se rend compte que les résultats entre la consommation d'énergie chez les vers de farine et chez les bœufs n'est pas très importante. C'est assez similaire. Au niveau de l'utilisation d'espace, vous vous rendez bien compte que pour créer 1 kg de protéines de bœuf, il faut 112 mètres carrés, ce qui est très important, contrairement à 1 kg de protéines de vers de farine qui nécessite que 7 mètres carrés. De plus, la production des insectes eux-mêmes, elle ne demande que 1% de cet espace. Concernant les ressources en eau, donc vous savez que c'est un enjeu majeur pour nous actuellement et pour nos générations futures. Eh bien, pour créer 1 kg de protéines de bœuf, vous avez besoin de 58 ml d'eau, contrairement à 580 litres d'eau pour 1 kg de protéines de vers de farine, ce qui est complètement dingue. Ensuite, au niveau de l'alimentation, pour créer 1 kg de protéines de bœuf, il faut entre 5 à 10 kg de fourrage. A contrario, pour créer 1 kg de protéines de verre, vous avez besoin de 5 kg de verre de farine. Et en fait, il est difficile, vous vous doutez, d'apprécier la quantité de nourriture destinée à un élevage de vers de farine, mais le petit ténébrion que vous voyez ici, il va manger au cours de sa vie environ un demi-brin de carottes râpées. Enfin, si vous souhaitez manger des grillons, sachez que 80% de son aspect est comestible et digeste, à contrario du porc et de la volaille qui va être de 55% et de 40% pour le bétail. Vous vous doutez bien que ça, c'est dû au fait de leur métabolisme. En effet, les insectes, ce sont des organismes à sang froid. Enfin, face aux problématiques liées aux différents enjeux environnementaux et du bien-être animal, on peut se rendre compte que les insectes cosmétiques, c'est une réelle opportunité pour l'avenir, surtout du point de vue nutritionnel dont on va parler juste maintenant. Donc, c'est également ce que soutient la FAO, comme il a été dit auparavant par Nicolas. Donc vous avez deux objectifs majeurs, donc lesquels, ça va être sur le plan nutritionnel de compléter une alimentation avec un apport énergétique supplémentaire et le second de supplémenter une alimentation insuffisante en atteignant des besoins journaliers. Vous avez différents intérêts à manger des insectes, donc pour notre alimentation, il y a différents aspects qui sont très importants. D'un point de vue protéines, il faut savoir que les insectes ont un apport protéique presque aussi important que le bétail, la volaille ou le porc. Juste pour un ordre d'idée, si vous mangez des larves de criquet, vous aurez entre 12 à 14 grammes de protéines contre 18 à 26 chez un bœuf. Au niveau des acides gras, eh bien, selon vous, quelle quantité de matière grasse contient un insecte? Eh bien, entre 10 à 60%, ce qui est totalement fou. Et juste pour petit aparté, la chenille mopane est reconnue comme l'insecte qui a le plus d'acides gras dans son organisme. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un apport protéique et au niveau des acides gras qui est très important, mais également au niveau des vitamines, des fibres et des minéraux. Donc ce sont des éléments qui sont très importants pour notre organisme et notre métabolisme. Eh bien sachez que les vitamines sont présentes naturellement chez les insectes, mais également les minéraux sous forme de zinc, de fer, de calcium, qui sont primordiales pour le transport de notre oxygène, la coagulation de votre sang et également le maintien du pH. Et enfin, vous avez une faible teneur en glucides qui ne dépassera pas les 10% chez les insectes. Donc si vous souhaitez, comme le footballeur canadien Jabbar Westerman qui a décidé d'arrêter la viande pour utiliser les insectes dans son alimentation, eh bien sachez que 35 grammes de criquet peuvent valoir un steak de 100 grammes.
C'est pour cela qu'on a décidé de vous créer un petit menu si vous souhaitez intégrer les insectes dans votre alimentation. Eh bien, sachez qu'au petit déjeuner, vous pouvez prendre un pain encriqué sur son délicieux lit de confiture, avec au déjeuner un hamburger revisité avec son croustillant steak de criquet cuit, et enfin, pour le dîner, des macaronis à la farine de verre. Donc sachez que vous aurez des apports nutritionnels qui seront carrément identiques, avec un meilleur apport protéique pour une quantité similaire par rapport à la viande. Bien évidemment, vous aurez un coût des matières qui sera 2 fois plus élevé en raison du marché de niche et de la tendance qui est beaucoup moins demandée par rapport à la viande. Mais c'est quelque chose qui peut être possible, et êtes-vous prêt maintenant à manger des insectes? Donc, suite justement à tout ce que Céline et Nicolas nous a présenté, on va du coup se poser la question dans le futur, est-ce que les insectes seraient un aliment du futur? Donc, on va d'abord mettre en avant tout ce qui est contre, notamment les risques sanitaires. En effet, il y a pas mal de risques d'allergie. C'est un des risques les plus prévisibles en raison de l'existence des allergènes communs. Allergènes communs aux anthropodes, aux arachides, aux crustacés et du coup aux insectes. Donc, en effet, les insectes sont des allergènes très proches de ceux des mollusques. Donc, ça va pouvoir créer des allergies croisées. En ce sens, on va bien entendu, du coup, davantage faire de la prévention sur cette entomophagie et ses dangers. Donc, on va recommander aux sujets déjà allergiques aux mollusques, par exemple, et à tous ces différents produits, de ne pas consommer d'insectes comestibles ou tout ce qui a des traces d'insectes. Les symptômes sont assez variables, assez sensibles à une allergie alimentaire classique. Ce sont des troubles respiratoires et des manifestations cutanées. Et ensuite, au niveau microbiologique, le seul souci également, c'est qu'on a un déficit d'information, de partage d'informations sur ces dangers. Donc, pour réduire ce risque de contamination et de réinfection par les parasites, on va pouvoir influencer sur des facteurs qui vont jouer sur la sécurité microbiologique des insectes. Donc, ces facteurs-là, ce sera notamment la stratégie de vermification des insectes, les milieux nutritifs de ces insectes, leur environnement d'élevage, les procédés de transformation qui leur sont appliqués, mais aussi leurs conditions de conservation par la suite. En second contre, du coup, on va se focaliser sur le plus gros contre, qui est notamment le risque de blocage psychologique, et essentiellement en Europe. En effet, on a un problème sociétal qui est basé vraiment sur notre éducation et notre culture occidentale. Donc, en effet, chez nous, on va vraiment déconsidérer l'intérêt culinaire des insectes. On va avoir vraiment les insectes nuisibles, néfastes et vecteurs de maladies. Les différentes mises en avant repoussantes sur les réseaux sociaux n'aident pas non plus, notamment quand des gens mangent des insectes, c'est souvent mis en avant de façon répugnante. Il y a notamment des sondages qui en ressortent avec 49% de personnes qui ont visionné ce genre de vidéos par le passé et qui ont été vraiment dégoûtées, contre seulement 39% qui ont envie de tenter l'expérience par la suite. Et en plus de cela, il y a vraiment une absence de procédure et de systématisation du processus qui font défaut et qui rajoutent une frilosité en plus de ce blocage. On se pose tout de même la question de quand est-ce que ce sera l'acceptation des insectes dans nos assiettes. Donc en tout cas, il y a pas mal d'études qui ont été mises en avant et c'est vraiment possible pour bientôt, notamment avec des mises en avant plus savoureuses et plus variées pour séduire. C'est ce que je vais vous montrer par la suite avec le premier pour, du coup, qui est donc le pour l'innovation agroalimentaire. Donc en effet, on va vraiment éviter tout ce qui est la vision de l'insecte et plutôt favoriser la transformation de l'insecte pour éviter de le voir. Donc on sait très bien qu'avec les différentes industries alimentaires maintenant qui se développent beaucoup pour nourrir toujours plus les grandes villes et vraiment dépasser les objectifs, comme nous a dit Nicolas, de tout ce qui est à terme l'objectif commun de pouvoir nourrir toute une population, c'est vraiment répondre aux défis d'une agriculture du coup durable et productive. Donc il y aura forcément des innovations de scientifiques, agriculteurs et industriels qui vont se réunir en utilisant du coup les insectes qui font vraiment partie de notre nourriture puisqu'ils sont une brique vraiment élémentaire avec protéines, lipides, vitamines comme nous l'a présenté Céline. Donc il y aura des solutions de transformation des dérivés de produits sous forme de poudre, de granulés, de pâtes, de steaks, de farine. Et on va aussi mettre en avant, bien entendu, il faudrait mettre en avant tout ce qui est les saveurs des insectes pour que ce soit plus parlant pour nous, notamment vraiment des saveurs assez parlantes pour nous, popcorn, noisettes, amandes. Donc au travers de packaging, ça pourrait vraiment nous intéresser.
Au niveau du coup du second cours, pardon, donc on va revenir notamment sur son exploitation qui est très facile. L'ONU le met d'ailleurs en avant. C'est vraiment une piste sérieuse pour nous nourrir en 2050, notamment par sa rentabilité, son coût qui est vraiment moindre, une productivité très efficace, comme sa mise en œuvre. Comme on l'a dit, c'est vraiment une solution de nutrition à échelle mondiale qui est envisageable. Et enfin, il y a plus de 2000 espèces disponibles. Donc, c'est vraiment une piste sérieuse à exploiter. Donc, maintenant, on va vraiment vous poser aussi la question de est-ce que vous serez prêt à manger des insectes. Donc, on se retrouve sur humanity.com avec ce code-ci à rentrer. Donc la première question, comme je vous l'ai dit, suite à notre présentation, de votre côté, on aimerait savoir si vous seriez prêt à consommer des insectes à l'heure d'aujourd'hui. Alors, les résultats ont... On va attendre un petit peu. Du coup, je vois que le nombre de participants bouge plus réellement, donc... Ok, donc c'est plutôt intéressant du coup au niveau des réponses. On a 62% oui et 38% de non. Un petit peu changeant, mais on a quand même une majorité de oui. Donc on se dit qu'on a plutôt réussi et que finalement, vraiment avec les innovations possibles, on peut convaincre les gens de manger à terme des insectes, notamment avec tous les enjeux qu'il y a derrière et les impacts que ça pourrait engendrer pour notre consommation côté environnemental et nutritif. On va peut-être passer à la seconde question qui est du coup, que pensez-vous de la consommation d'insectes de façon régulière et pourquoi? Donc n'hésitez pas à nous formuler là sous forme de mots, vraiment ce qui est parlant pour vous. Forcément, oui, c'est un peu répugnant. C'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup, en tout cas, vraiment dans notre culture. Pourquoi pas? C'est très intéressant, en tout cas, pourquoi pas? Original. Du coup, je pense qu'on va peut-être passer et vous dire aussi le pourquoi pas est intéressant, original, parce que le saviez-vous, en tout cas, on comptait vous le dire aussi et vous informer que nous mangeons déjà des insectes. En effet, il y a des traces d'insectes dans tout ce qui est bonbons, les boissons comme la bière, le yaourt, les épinards, les pâtes de fromage, le vermicelle. Donc, on en trouve vraiment dans beaucoup de produits. Notamment parce qu'on utilise sous forme de colorant. En fait, c'est un des insectes qui est utilisé pour le colorant. Du coup, c'est très intéressant. Donc, on pourrait en conclure notamment que du coup, malgré le fait que les insectes soient vraiment encore un marché niche alimentaire dans l'Union européenne, il y a des avantages sur vraiment le plan nutritif, le plan environnemental, mais surtout pour la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et donc la famine. Donc, d'après vous, peut-être, oui. Est-ce que vous serez prêt vraiment à manger un petit verre de farine pour sauver la planète? Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Du coup, en première question, Marion, tu peux y aller, t'as levé la main. Ok, ouais, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on veut manger des insectes? Est-ce qu'il y a des étapes ou, je sais pas, une cuisson ou j'en sais rien à respecter?
Alors, je vais te répondre, Marion. Donc, ouais, si une personne, elle souhaite débuter une alimentation à base d'insectes, il est important qu'elle ait conscience des potentiels risques auxquels elle peut faire face. Donc, il faut savoir dans un premier temps que l'entomophagie, ça doit s'accompagner d'une diversification alimentaire pour éviter les carences. On a pu voir que les insectes, ils avaient de nombreux intérêts sur le plan nutritionnel, mais que leur apport en glucides, ils étaient relativement faibles. Or, les glucides sont nécessaires pour l'homme et devraient représenter de 50 à 60% de leur apport total énergétique quotidien. Donc, si on opte pour un régime alimentaire insuffisant en glucides, on va pouvoir voir des effets assez néfastes qui vont apparaître comme les malaises, les maux de tête. Donc, il est important de ne pas miser que sur les insectes. Et dans un second temps, la consommation d'insectes doit être encadrée. Donc, il est évidemment conseillé de consommer que les insectes autorisés et commercialisés par des entreprises habilitées et contrôlées pour. Et il est déconseillé de manger des insectes directement récoltés soi-même dans son jardin. Donc, comme elle a pu le dire déjà, Chloé, il y aura différents risques donc, liés à l'insecte en lui-même et liés aux conditions d'élevage de l'insecte. Donc, on peut citer les risques chimiques du fait des substances fabriquées et ou stockées dans le corps des insectes dont la famille va s'appeler cryptotoxique. Et il y aura aussi des risques physiques du fait de la présence de parties dures comme le dard ou encore les risques allergènes et microbiens. Il y aura aussi également des précautions à prendre pour les femmes enceintes. On a pu voir qu'il n'y avait pas encore de contre-indication en vigueur, mais étant donné qu'il est déconseillé de consommer des aliments inconnus pendant la période de grossesse, on estime que c'est déconseillé d'en prendre et il en va de même pour les enfants de moins de 3 ans, puisque les insectes ils sont comparables à des petites noisettes, donc ils peuvent prendre le risque de s'étouffer en oubliant de mâcher. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, merci. Ensuite, comme question, vous nous avez parlé des apports nutritionnels. Mais du coup là, je parlerai plus de l'aspect de la sensation de satiété. Est-ce qu'on va retrouver la même sensation de satiété entre un burger de bœuf et un burger d'insectes? Alors oui, vous aurez la même, à la fin vous serez rassasié de la même manière, donc c'est peut-être pas le même goût, etc. Mais au niveau de votre faim, elle sera, en fait vous serez rassasié de la même manière que si vous mangez un steak de bœuf ou un steak, voilà, d'autre chose. Enfin c'est vraiment, vous aurez la même sensation d'être rassasié en fait. Pauline, tu peux poser ta question? Combien il faudrait de verres de farine pour nourrir le monde? Et j'ai une autre question qui s'additionne à ça, c'est que comme ça a l'air de consommer énormément d'énergie, est-ce que ça consommera toujours moins que de produire de la viande de bœuf? Parce que comme vous avez dit, il faut 28 degrés et je sais plus combien de pourcentage d'humidité. Du coup, enfin, ça pollue entre guillemets aussi. Et est-ce que ça serait pas plus stratégique de produire ça dans les pays où il y a déjà cette température et cette humidité? Alors, du coup, au niveau pour la question sur la quantité, tu vas avoir, ça va être des organismes en fait qui se reproduisent très rapidement. Donc, je vais pas pouvoir te donner une quantité exacte qui va te dire on va nourrir tout le monde avec cette quantité-là. Mais c'est des organismes qui se reproduisent très rapidement. Donc, un scarabée, ça peut produire 300 œufs sur une ponte. Et donc, l'entreprise Insect dont on a parlé tout à l'heure, elle prévoit de produire 100 000 tonnes d'insectes par an. Et ça a donc vraiment un fort potentiel nourricier pour nourrir une grande quantité de personnes. Moi, je vais rebondir sur ce que Nicolas a dit pour compléter la réponse à ta question, Pauline. Quand tu parlais des rendements au niveau des bovins et la consommation en énergie, oui, c'est vrai que pour un élevage d'insectes, il faut beaucoup d'énergie, mais en fait, ce qu'on a calculé là, c'est vraiment du début jusqu'à la transformation. Et comme l'a dit Nicolas, tu as un rendement beaucoup plus élevé avec des vers que lorsque tu fais un élevage de porc ou de bœuf. Donc à la fin, quand tu prends les calculs comme ça paraît élevé, mais si tu ramènes au rendement que tu auras à la fin, ça produit moins d'électricité, moins d'énergie.
en matière de chauffage. Et c'est pour ça que d'ailleurs en Thaïlande, c'est ce que je pense que tu voulais dire, en Thaïlande, il y a beaucoup de fermes qui sont spécialisées là-dedans. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, donc c'est pour ça qu'en gros, c'est une stratégie de produire dans les pays un peu tropicaux, du coup, pour eux, et du coup, c'est ça que je comprenais pas, donc c'est mieux de produire là-bas, quoi. Il y a de ça aussi, mais en France, ça se développe beaucoup. Et par exemple, en reprenant l'exemple de Insect, eux, ce qu'ils revendiquent, c'est leur ferme verticale qui va être construite à côté d'Amiens. Ils vont utiliser l'électricité, mais ils vont pas avoir un impact énergétique très élevé puisque tout va être réutilisé dans leur entreprise. Donc, ils vont essayer d'avoir une empreinte carbone assez neutre. Ok, merci. Ensuite, on a un commentaire YouTube, sur YouTube. Un aliment constitué d'insectes, si ce n'est pas visible, ça passe déjà mieux. Psychologiquement, il y a déjà une énorme barrière en moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, je vais un peu peut-être me répéter, mais c'est vrai que pour rebondir sur le commentaire, effectivement, c'est ce qu'on voit énormément. En tout cas, c'est ce qui bloque vraiment cette consommation en Europe. C'est vraiment la barrière du produit transformé et non visible, en fait. Il faut vraiment passer le cap et vraiment que les industries vraiment commencent à introduire ce type de produit en type transformé, parce que pour l'instant, on n'a que des insectes sous forme visible, comme je disais en fait en France. Donc c'est un peu dur à passer cette barrière, mais effectivement, comme on pourrait le voir pour des steaks de soja par exemple, il existe des steaks d'insectes. Donc les insectes sont broyés sous forme de poudre en fait et mis dans le steak. Donc c'est vraiment la protéine qui fait le steak, comme pourrait le faire le soja. Donc effectivement, je pense qu'on serait tout à fait capable de beaucoup plus consommer d'insectes sous forme de steak. Donc c'est vrai que cette barrière est vraiment le blocage en Europe. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Manger des insectes, c'est légal? C'est considéré comme végétarien, mais pas vegan. Parce que forcément, vegan, ça vient de tout ce qui n'est pas animal, et donc forcément, comme c'est considéré comme un animal, entre guillemets, ben, ça peut pas être considéré comme vegan. Par contre, il y a certaines études qui recensent que oui, c'est compatible avec le végétarisme. C'est considéré comme. Alors, les insectes ne sont pas des animaux, enfin, le biologiste qui parle, on est sûr. C'est pas du tout la même chose. Enfin, Oui, c'est sûr, mais du coup, c'est vrai que plus psychologie, enfin dans la tête des consommateurs, c'est considéré comme un animal entre guillemets, puisque c'est un être vivant. Et vegan, normalement, c'est tout ce qui ne vient pas de l'être vivant. ouais, ouais. Ouais, parce que les plantes, c'est vivant. Enfin, ouais, c'est un ressenti. Après, je suis pas d'accord. Mais c'est un état des lieux. Alors, j'ai une question par rapport, parce qu'on montrait du packaging, etc. à un moment. C'est choses que je ne sais pas, vous pourrez me répondre. Euh, en gros, si on mange de l'insecte, c'est A, B, C, D ou E dans les notations? Comme c'est considéré comme aliment. En Nutri-Score? Ouais, en Nutri-Score. Ça dépend de la transformation et du produit. Enfin, vous parlez de juste l'insecte parce que si la transformation du produit, il y a vraiment tout ce qui prend en compte. Oui, la transformation, après c'est un impact. Alors, par exemple, les graisses qui sont, parler des lipides, les graisses des insectes, c'est plutôt par exemple, oméga 3, des acides gras saturés, enfin, saturés, hein, c'est pas bon, insaturés, c'est meilleur. Il y a des profils d'insectes en termes de lipides qui sont, par exemple, meilleurs pour la santé de l'autre. Comme je l'ai dit, en fait, on a aussi bien du saturé que de l'insaturé que de l'essentiel. Et l'insecte qui est le plus important au niveau des acides gras essentiels, ça va être la chenille mopane. En fait, elle va avoir une teneur en graisse qui va être d'environ 15,2 grammes pour 100 grammes, donc c'est environ 40% d'acides gras. Ok, et dernière question sur le packaging, il y a des obligations aujourd'hui de dire que ces produits transformés sont d'origine d'insectes? Alors,
ça dépend de la teneur on n'a pas la teneur exacte en France, vu qu'il y a très peu de produits. Mais par exemple, teneur en insectes, vous n'aurez pas, dans tout ce que j'ai dit, on mange déjà des insectes, on ne verra pas sur le packaging teneur en insectes. Ça dépend de si vraiment le produit est à base d'insectes et c'est vraiment une des quantités majeures du produit, comme les produits transformés sablés ou steak à base d'insectes. Là, on va devoir le mettre en avant sur le packaging. Mais ça, c'est des choses qui vraiment en Europe, comme ne sont pas encore développées, c'est vraiment des choses qu'on va voir hors Europe en fait. Mais sinon, en Europe, ça se fait très peu parce que les quantités sont minimes. Il n'y a pas encore assez de réglementation là-dessus. Et pour l'utilisation dans tout ce qui va être, on va dire, les colorants à base d'insectes, ça va être en fait plus le nom du colorant qui va être marqué sur la boîte, ou le code du colorant, plus que réellement le fait que ça vient d'un insecte et de quel insecte ça vient. Ok. Pauline, t'as une question? Et est-ce que, enfin là, vous avez présenté les insectes actuellement en France, est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir d'autres par la suite qui vont être légalement possibles? Alors, merci Pauline pour ta question. Pour répondre, en fait, ça va dépendre de l'EFSA, donc c'est les autorités européennes de sécurité des aliments. Et en fait, je vais prendre l'exemple du cas des grillons. En fait, comme il a été dit précédemment lors de la conférence, en Europe, il y a quand même un marché qui est présent, notamment en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et puis en Angleterre, où par exemple la commercialisation du grillon est possible. Maintenant, elle n'est pas possible sur le marché français, mais là, il y a actuellement le dossier concernant justement la nouvelle food pour la mise sur le marché des grillons en France qui est actuellement en cours. Donc ça va dépendre en fait, parce que dans les autres pays européens, il n'y a pas vraiment eu d'intoxication suite à cette commercialisation. Donc du coup, le dossier est en cours et ils sont en train de réfléchir par rapport à ça. Donc oui, il y a un fort potentiel que par la suite en France, il y ait de plus en plus d'insectes qui soient référencés comestibles. J'ai encore une question, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des insectes OGM qu'on peut inclure dans nos assiettes? Alors je pense que notamment l'agriculture d'OGM est interdite en France. Et par contre, on importe beaucoup d'OGM étrangers et qu'on transforme. Là, nos steaks de soja, c'est quasiment tous nos steaks de soja, c'est des OGM. Finalement, est-ce que dans 10 ans, on n'aurait pas des criquets chinois génétiquement transformés? Oui, effectivement, il y a des débuts d'études, en tout cas pas en France, mais des débuts d'études qui reprennent une partie du système, en tout cas des gènes des insectes pour en faire des OGM. Alors l'étude n'est pas assez poussée et on n'a pas voulu se lancer là-dedans parce que justement c'est quelque chose vraiment qui ne fait que débuter et il me semble que c'était au Brésil. Mais effectivement, c'est une piste sérieuse car selon les études, il y a vraiment des choses intéressantes, en tout cas dans leur gène, à exploiter pour les OGM. Et les OGM, d'ailleurs, du coup, sera une solution encore plus alternative pour nourrir davantage de populations. Et faire des OGM, dans quel objectif de changer leur taux de protéines ou leur taux de lipides, transformer un peu leur métabolisme pour avoir, je sais pas, certains types de molécules, ou vraiment faire des OGM, je sais pas, pour rendre des scarabées ou en faire 300 larves par jour, qu'ils en fassent 800. Alors, moi, en tout cas, j'avais vu pour l'étude qui était menée, j'avais vu que c'était vraiment dans le but de vraiment encore plus produire, parce que de base, les insectes, justement, je pense qu'on s'en est beaucoup intéressé pour ça, pour leur potentiel qu'ils ont à produire davantage en comparaison de la viande. Donc l'étude a été menée vraiment sur cette partie-là d'OGM, vraiment pouvoir produire plus. Après, au niveau aspect nutritionnel, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oui, ok. Moi j'ai... Ah non, bah Pauline. Donc moi j'ai une question, c'est comment ça se déroule au niveau du processus d'élevage des insectes qui sont destinés à la consommation humaine? Est-ce qu'il y a des normes ou pas par rapport à la viande, etc. Non, il n'y a pas. Enfin, en fait, il n'y a pas de réglementation propre à l'élevage d'insectes. En fait, il faut se référer à celle des animaux non domestiques. Donc, c'est la réglementation propre à la faune sauvage captive. Pour ouvrir un élevage d'insectes à but lucratif en France, il faut un certificat de capacité stipulant qu'une personne de l'élevage a les compétences requises pour élever ces espèces.
et il faut une demande d'ouverture soumise à l'approbation du préfet après contrôle des installations et la conformité sanitaire. Depuis le 1er janvier 2018, la commercialisation de nourriture à base d'insectes entiers ou morcelés est destinée à l'alimentation humaine. Elle ne peut pas être commercialisée sans autorisation préalable du coup de la Commission européenne. Et ainsi, du coup, les demandes des entreprises françaises, elles seront adressées du coup à l'autorité européenne de sécurité des aliments, donc l'EFSA. Et donc pour l'instant, le marché français ne représente que 1,5 million d'euros. Ouais. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion, comme l'indique la Fédération française des producteurs. Mais cette fédération a été créée en 2012 et elle a pour objectif justement de structurer la filière insectes grâce à tous ses membres actifs. Je vais compléter ce que Camille dit par un aspect un petit peu plus technique. Concrètement, dans une ferme, pour élever des insectes, il faut que tu respectes 4 conditions, que tu aies un environnement confiné pour éviter que tes insectes fuient, s'en aillent. Il faut que tu aies un apport en nourriture et en eau. Donc, on l'a vu, Céline a dit, pour des vers de farine. Donc, les vers de farine, c'est la larve du scarabée adulte. Il faut que tu aies un apport en eau et en nutriments, mais c'est vraiment quelque chose de minime. Ensuite, il faut que tu aies un support, donc soit c'est des bacs en plastique, ou soit tu as des boîtes d'œufs, en fait. Là, c'est plus pour les grillons. Ils aiment bien pondre leurs œufs sur les petites boîtes d'œufs. Et après, il faut que tu aies un environnement, donc une température de 28 degrés pour les grillons et un taux d'humidité. Et ça, là, avec ces 4 conditions, tu peux ouvrir un élevage de prix. Ça marche, merci. Pauline, je t'en prie. Moi, je travaille dans le milieu de la viande. Donc, est-ce que, je sais pas comment ça va se passer, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des subventions qui vont être permises de l'Union européenne ou de l'État français qui va permettre de faire que les élevages agricoles actuels puissent pouvoir s'orienter vers cette nouvelle niche, mais également ceux qui travaillent dans le monde de la viande comme moi, moi je travaille dans un atelier de découpe, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir des subventions pour qu'ils se diversifient aussi et que ça nous permette de s'en aller vers le monde de demain, mais en fait qui nous donne de l'argent pour le faire parce que ça coûte extrêmement cher, je pense. En vrai, c'est une bonne question, mais malheureusement, moi je pense que comme pour l'instant, c'est pas vraiment réglementé, etc., il n'y a pas encore toutes ces choses qui sont mises en place. Donc, on va pas pouvoir te répondre et t'orienter vers une fausse réponse. Mais du coup, ouais, c'est des questions qui se posent, je pense, et qui vont être amenées à être posées au fur et à mesure où le marché va grandir et où justement où on va voir où tout ça va voir le jour en fait. Ça va pouvoir vraiment, c'est le genre de questions qui seraient amenées à être étudiées par la suite. Je complète ce que dit Pauline dans le questionnement. Est-ce que finalement vous sentez qu'il y a des pressions politiques qui poussent en fait de tourner en fait vers un nouveau système agricole pour justement régler un peu tous les enjeux que vous avez présentés en début de présentation? Oui, il y a notamment la FAO, comme l'a dit Nicolas et moi, parce que ils ont vu tous les enjeux environnementaux par lesquels on va être confronté d'ici 2050. Et comme on a pu voir que les apports en nutrition étaient assez qualitatifs et assez similaires à ceux présents chez le bœuf, chez le porc et la volaille, c'est quelque chose qu'ils aimeraient mettre en pratique et c'est un projet qu'ils supportent entièrement. Donc on a la FAO qui soutient entièrement ce projet, par exemple. Il y a d'ailleurs l'ONU aussi qui met son positionnement aussi. Donc je pense que ça peut éventuellement, dans un futur proche, vraiment pousser le gouvernement aussi à mettre ses actions, car je pense que de plus en plus d'organisations comme l'ONU, comme la FAO, vont vraiment appuyer l'idée d'utiliser les insectes pour vraiment nourrir la population. Ok, alors, dernière chose, et je repense au vegan, ça réfléchit dans ma tête. Si on dit insecte animal, il y a donc un bien-être de l'insecte aussi? On dit bien-être animal, bien-être de l'insecte, est-ce que c'est des choses aujourd'hui qui sont déjà réfléchies? Pas du tout. Alors, je vais répondre à ça. Donc nous, on a aperçu qu'au Canada, il y avait beaucoup de fermes justement d'élevage d'insectes et ils se sont posé la question en disant à ce moment-là,
de l'élevage d'insectes, on ne pense pas du tout au bien-être de l'animal. On voit plus niveau rendement, propriété nutritive et l'aspect environnemental. Mais c'est vrai que personne ne parle du bien-être de l'insecte. Et justement, cette thèse soulevait la question de, pour faire 1 kg de protéines, il faut énormément de vie, entre guillemets, d'un verre de farine. Et donc ça, on le met pas du tout en avant. Et c'est vrai qu'il faut, quand on compare, il faut beaucoup de verres de farine pour avoir 1 kg de protéines, quand il faudra, par exemple, un bœuf ou un cochon pour avoir la même quantité de protéines. Donc ça, c'est vraiment un questionnement qui est complètement nouveau et qui, je pense, va être de plus en plus amené après, une fois que ce sera arrivé aux mentalités des gens, quand ils consommeront davantage d'insectes dans leur alimentation. Et du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez. Du coup, vous parliez avant de l'insecte, est-ce vraiment un animal? Mais du coup, si vous pensez que ce n'est pas un animal, pourquoi le bien-être animal? Dans ce cas-là, c'est vraiment une boucle sans fin. Ça dépend, je pense, de la pensée des gens également. Oui, tout à fait. C'est au cœur, à mon avis, si un jour on détermine le bien-être de l'insecte, au même niveau de l'animal, c'est considérer que le système autonome végétatif a une conscience et un intérêt, voilà, une vie, c'est donner intérêt à une vie. Parce que si on doit faire un génocide de 10 000 criquets pour avoir un steak, c'est une sacrée. J'élargis le trait, bien sûr, hein, mais c'est quand même une sacrée question éthique. Bon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, bah, merci beaucoup. Ah bah non, Pauline, toujours Pauline, une dernière question. Est-ce que vous en avez déjà goûté? Petite question, pour savoir, enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en goûter dans la semaine, ou est-ce que, enfin, vous-même, est-ce que ça vous attire? Parce que moi j'en ai déjà goûté, je trouve ça dégueulasse, mais voilà. Alors moi, par exemple, j'en ai jamais mangé, mais après avoir fait cette conférence, après avoir fait plusieurs recherches, je pense que je pourrais être amenée à en manger sous la forme de poudre, donc pas directement le produit tel quel, mais s'il est dans un steak et qu'on voit pas les petits, ouais, la pâte du criquet par exemple, oui, c'est quelque chose que je pourrais faire. Après, le manger sous son aspect naturel, je suis pas encore prête à ça, mais sur des produits transformés, oui, je pense. Moi, je vais rebondir à ta question, Pauline. Moi, j'en ai jamais consommé non plus, mais par contre, suite au Melty qui a été fait, et puis à vos réponses, vous allez retrouver notamment un restaurant sur Paris qui vous propose des planches apéro avec tout ce qui est scorpions grillés, sauterelles cuites et des vers de soie. Et puis juste ici aussi à Lille, il y a une petite start-up qui s'appelle Tech et qui eux font des burgers donc à base de verre de farine et de purée de pois chiches. Donc pourquoi pas goûter éventuellement pour ceux qui étaient intéressés précédemment. Ils sont sur Uber? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils ont leur propre plateforme sur Internet et ça s'appelle Food Cherry Food Tech. Alors pourquoi pas tester? Du coup, bah, si vous avez plus de questions, on passe à la prochaine conférence d'à peu près 15 minutes à 16h30. Du coup, merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée.